Salut tout le monde, salut, j'espère que ça vient. Like, commente et partage, tu as l'habitude, moi je perds pas le temps. Et si tu peux soutenir financièrement, il y a les liens en description Streamlabs. Maintenant qu'on a parlé, viens aussi sur Twitch, on s'amuse de ouf. On va parler du hussard, vous vous rappelez le hussard, j'avais fait une vidéo sur lui, on avait réagi à quoi sur lui? Le hussard, il est très très bête. Ah oui, sur Bégodo. Voilà, le hussard s'en était pris à mon copain Bégodo. Donc là, on va regarder une nouvelle vidéo. Il a sorti une nouvelle vidéo, le hussard, et il s'en prend aux féministes. Alors, j'ai vu le niveau qu'il avait sur Bégodo. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que ça doit donner sur les féministes? Et c'est pas n'importe quel féministe qui va attaquer, c'est les féministes radicales. Garantie non inclusif. Oula, il est piquant. Il est piquant. Il a mis non inclusif parce que, attention, là, ça va, hein, on sent, ça va être de l'humour très raptor. Il a pas le temps. Il s'en fout des féminazis, hein. On peut revoir la miniature de la vidéo pour le plaisir. Ah oui, sur Bégodo. Elle est incroyable. Elle est pas trop... C'est peut-être ma minia préférée. Let's go. Les gars, parmi toutes les marottes des journalistes et des politiciens interchangeables, aujourd'hui, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire exactement pareil avec l'extrême droite. Dire, vous êtes interchangeables de ouf. Ah, je sais plus si je réagis à un hussard. L'autre, là, vous vous rappelez, là, avec sa tête de vampire, là, il a disparu, lui. J'avais fait un réact sur lui parce qu'il m'avait traité d'islamiste. Et depuis, je sais pas s'il m'a réattaqué, mais avec ses miniatures, là, le loup, Wissam le loup et tout. Mais vous êtes tous, les El Ryan et tout, vous êtes interchangeables. Vous avez le même degré de bêtise. C'est assez impressionnant, je vous félicite. Modem Alain, j'avais oublié. Oh là là. Que le féminisme figure en bonne place. C'est simple, il ne se passe plus un jour sans qu'une histoire bidon de coup de la virilité ou une... Voilà le problème avec les droitards. Quand ils veulent parler des théories de gauche, des théories féministes, des théories antiracistes, ils ne comprennent pas. Va falloir leur dire. Le féminisme n'est pas un bloc monolithique. Dans les féministes, il y a des gens qu'on apprécie, il y a des gens qu'on n'apprécie pas, il y a des contradictions, il y a des féministes qui sont pas d'accord, il y a des féministes qui s'embrouillent, il y a des féministes qui détestent d'autres féministes. Donc arrêtez de citer Lucie Pétavin comme la figure du féminisme. Énormément de féministes n'aiment pas Lucie Pétavin. D'ailleurs, là, j'ai vu les stories de Léane Alestra qui critiquait Lucie Pétavin. Voilà, comment tu gères cette contradiction? Léane Alestra, qui est membre fondatrice du média Problématique, que j'ai reçu pour un talkie oui, qui critique Lucie Pétavin. Comment ça marche dans ton mécanisme de teubé? Est-ce que tu arrives à comprendre que c'est une partie du féminisme? Ce serait plutôt un féminisme bourgeois. Voilà. Et féministe radical, oui, bon, Lucie Pétavin, mais je pense, les gens, féministes radicales, je pense qu'ils ne connaissent pas le terme. Lui, c'est juste, les féministes les plus extrêmes. Je pense qu'il ne connaît pas la catégorie féminisme radical. Voilà, le Scum Manifesto et tout. Non, voilà. Vous attendez pas à ce qu'on aille là-dedans, je pense pas. C'est le plateau de Reichbait derrière. Une anecdote sordide à base de mère indigne qui laisse sa progéniture souffrir pour sa cause fantasmée. Moi, j'ai fait l'expérience de mon gamin malade que je voulais pas emmener chez le pédiatre parce que c'était tout le temps à moi de l'emmener chez le pédiatre. Le gamin a fini avec un tympan percé. L'extrait est assez fou. L'extrait est assez fou, quoi. Mais je veux dire, là, tu accuses la meuf, mais le mec aussi. Je veux dire, les deux sont responsables. Ce qui serait dingue, ce serait d'accuser que la meuf. Mais comment ça se fait que le mec ne s'occupe jamais de son gamin? Vous êtes bien gentil de vous en prendre à elle. Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais en même temps, c'était pas mon tour. Quand je vois ça, je me dis, y a-t-il un temple bouddhiste à Lyon? Ne se fasse jour sous les applaudissements subventionnés et consanguins du Petit Paris. Pour faire simple, si le féminisme avait une utilité bien évidente... Cette femme est folle, alors moi je n'utiliserai pas ce terme, mais surtout, je veux dire, au final, on va critiquer la meuf. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que, ok, la meuf, elle a un peu abusé à pas l'amener chez le médecin. Mais au final, rien sur le mec qui, lui, ne l'a pas fait non plus. Comment ça se fait? Parce que le mec est aussi responsable du fait que son enfant ait eu un tympan percé, quoi, je comprends pas. Pour faire simple, si le féminisme avait une utilité bien évidente pour accorder jadis aux femmes les droits qu'elles méritaient et dont elles étaient privées, et s'il est... Bon, lui, il part du principe que ça y est, y a l'égalité, quoi. Ça n'a plus d'intérêt. Les féministes, c'est bon, vous avez eu le droit de vote. 44, vous avez eu le droit de vote, hein, c'est bon. Hein. Toujours bon aujourd'hui de lutter pour le maintien et l'application de ces droits. Je pense qu'on sera tous d'accord, y compris pas mal de féministes, pour reconnaître que cette cause est devenue aujourd'hui un gigantesque dépotoir. Alors, voilà, on va voir l'analyse d'un gars qui, je suis persuadé, n'a pas dû lire plus de 5 livres féministes. Voilà. Je suis persuadé qu'il n'a pas lu plus de 5 livres féministes et il se permet de nous faire une analyse du mouvement féministe dans son ampleur. Je crois qu'il ne se rend pas compte de la multitude des courants, de la multitude des théories, de la multitude des contradictions, des oppositions. Voilà. Mais il va nous faire une analyse et on sera tous d'accord. Hein. C'est devenu un immense dépotoir, hein. C'est devenu n'importe quoi. Hein. Vraiment, l'analyse, mais ça fait 15 ans qu'ils
ils ont toujours le même truc. Ouais, le féminisme, c'était bien avant, mais maintenant, c'est devenu n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. C'est tout, hein. Entre les initiatives ridicules, les batailles de névrosés, les querelles de Attends, les batailles de névrosés, quoi. gigantesques dépotoirs. Entre les initiatives Pour élargir les trottoirs, on pourrait aussi mettre des éclairages, oui, bon. ridicules, les batailles de Je veux dire, tu prends une citation comme ça, sortie du contexte. C'est ça, les batailles des névrosés, c'est ça? névrosés, les querelles de chats. Oui, ça, mais tellement hors sol qu'il pense qu'un droitard pourrait lire 5 livres sur le féminisme. J'essaye d'être gentil avec lui. Mais s'il veut, on débat quand il veut, le hussard, hein, du féminisme. Hein. Quand il veut. On va sur les féministes. Allez, on lit chacun Christine Delphi. Voilà, lis Christine Delphi et on parle de Christine Delphi. Là, il veut nous faire le démontage du féminisme. On va voir à quel point il va démonter le féminisme. Je m'attends, voilà, normalement, tu me fais un démontage du féminisme. Tu vas sur la théorie, tu montres comment cette théorie est fausse. On va voir si c'est ça. L'appel et le sectarisme endémique de l'extrême gauche, le féminisme est largement responsable de son propre discrédit. Et d'ailleurs, si on voulait faire des tests... Oui. Mais en plus, je veux dire, ils ont toujours... Ce qui m'amuse, c'est que... Non, mais le féminisme avant, c'était bien. C'est juste que là, maintenant, c'est devenu n'importe quoi. On serait avant, vous diriez, le féminisme, c'est pas bien. Voilà. Vous seriez né 100 ans plus tôt, vous êtes le camp qui dirait « Ah non, le féminisme, c'est n'importe quoi. C'est sectaire, c'est des folles, c'est des hystériques. Elles sont malades, voilà. Faut arrêter. » C'est les femmes, on s'y prendrait pas mieux. C'est de permettre aux femmes de la grande bourgeoisie de voler aux vrais prolétaires leur statut de prolétaire. Bon, Et parce que le hussard, ça l'intéresse, la lutte des prolétaires. Tu te fous pas un petit peu de ma gueule, toi, le hussard? Parce que là, maintenant, tu défends les prolétaires? Tu défends le prolétariat? Mais attends, mais t'es pas un anti-marxiste et un anti-communiste primaire, secondaire, tertiaire? Et là, tu vas nous faire croire que maintenant, ton intérêt, t'es contre le féminisme parce que ça vole la lutte des prolétaires. Alors déjà, je sais pas si t'es au courant, mais il y a des femmes prolétaires et t'as des féministes marxistes qui sont du côté du prolétariat, en fait. Mais qu'est-ce que t'es en train de nous faire, là? Pourquoi tu utilises cet argument? En plus, Zemmour aussi, non mais Zemmour, l'ultra-libéral et tout, qui maintenant en mode, oh les pauvres prolétaires. Mais c'est comme avec l'antiracisme, hein. Maintenant, t'as les droitards et genre le bloc central qui sont en mode, ah bah bravo la gauche, vous avez remplacé la lutte des classes par la lutte des races, bah dis donc. Oh oui, maintenant ça s'intéresse à la lutte des classes. alors ça c'est clair et on sera tous d'accord là-dessus, mais ce qui m'intéresse moi, c'est d'où ça vient. Je veux dire, à quel moment c'est parti en sucette? Et bah... Oula, il va faire l'archéologie du féminisme. Oh là 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 là. Non mais c'est du poulet quoi. Le gars, il va nous expliquer l'histoire du féminisme et peut-être qu'il va nous dire à partir de quand c'est parti en couille. Mais je sens qu'il a travaillé le sujet, ça va être extraordinaire. Pour répondre à cette question, je me suis mis en quête des pires dérives du féminisme et ce que j'ai découvert est absolument fou. Ça ne répond pas à la question. D'aller voir les figures les plus folles, j'ai envie de dire, les plus dingues, les plus radicales du féminisme, ça ne dit pas à quel moment, qu'est-ce qui a fait que le féminisme, c'est juste, tu vas nous montrer des personnes qui, et en plus j'imagine des personnes de pas la même époque. Donc je comprends pas. Et ce que j'ai découvert est absolument fou. J'ai tâché d'explorer le sujet en mobilisant le plus possible les auteurs et les penseuses du féminisme, plutôt que les militantes les plus virulentes quand celles-ci n'ont rien écrit. Je ne parlerai pas de certains collectifs radicaux post-mai 68 ou des manipulations de la publicité américaine pour convaincre Mais encore heureux, quoi. Tu nous parles des féministes radicales. Encore heureux que tu vas pas nous parler de ça. les femmes de fumer, par exemple. Déjà, parce que ça a été Oh là là, mais on l'a déjà dit 150 fois, le truc sur les cigarettes, c'est bon. pas mal fait ailleurs. Et puis ensuite, parce qu'il faut faire des choix. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tâché de vous isoler des petites dingueries premium élevées au grain et en plus relativement inédites, histoire... Donc d'accord, il a trouvé des citations, il a pas lu les livres, il a trouvé des citations ou des trucs d'autrices, il s'est dit ah ça c'est un truc de fou, sorti du contexte, ça va faire péter des câbles, genre abolir la famille, voilà. Il y a dans une phrase, dans un livre, on va écrire abolir la famille. Vous avez vu les féministes, elles veulent abolir la famille, oh là là. Valérie Solanas, je suis sûr qu'il la connaît pas. On va voir. Bon, alors avant toute chose, on va poser quelques bases assez simples pour bien comprendre les enjeux de notre sujet du jour. D'abord, première évidence, le féminisme est un délire égalitariste et un enjeu récent. C'est présenté de manière très neutre. Un délire égalitariste. Un délire égalitariste. Alors, comment présenter le féminisme? Un délire égalitariste? Non, alors, déjà, effectivement, je comprends. Pour lui, on n'est pas à égalité. Je pense que les hommes et les femmes sont pour lui naturellement pas à égalité. Donc, à partir du moment où tu as une vision naturaliste des hommes et des femmes et des relations qu'ils doivent avoir et que les hommes sont naturellement supérieurs aux femmes, c'est un délire de vouloir l'égalité. Voilà, donc oui, je pense effectivement, tu dois être très intéressant pour nous présenter le féminisme, ouais. On trouve bien quelques traces de proto-féminisme dans de très anciens ouvrages comme L'Heptaméron de Marguerite de Navarre, publié en 1558. Il faut attendre la Révolution française, l'essor industriel et la massification du divertissement, notamment avec l'imprimerie, le cinéma et la publicité, pour que les choses prennent vraiment de l'ampleur.
valeurs. Par exemple, vous avez un nom que les profs marxistes, pléonasme, aiment bien ressortir à Mais si seulement les profs étaient aussi marxistes que vous le disiez, mais encore une fois, vos fantasmes, on aimerait vivre dans vos fantasmes. On adorerait que tous les profs soient marxistes. Mais on rêve de ça, mais ça n'existe pas. En fait, on est énervé par vos propos sur vos fantasmes et tout, parce que ça n'existe pas. Les profs marxistes, pléonasme! Ah, putain. toutes les sauces aujourd'hui, c'est celui d'Olympe de Gouges. Olympe, Moi, j'ai pas l'impression, c'est pas celle qui est le plus mobilisée, notamment par les marxistes. D'où tu sors ça? Vas-y. D'où tu sors ça que chez les marxistes, la personne qui est le plus mobilisée, c'est Olympe de Gouges. Bon, elle a fait la déclaration là, des femmes et tout, mais bon, un peu osef quoi. C'est juste intéressant dans la période pour montrer un peu les combats des femmes, mais ça va pas au-delà de ça. Tout le monde s'en fout un peu. Hein. c'était une espèce de marginal à moitié en rupture de banc après un mariage calamiteux qui, démoulé à Paname sur la fin de l'Ancien Régime, s'est entiché d'une carrière de dramaturge assez osef. Au moment de la Révolution française, outrée par le fait que le droit de vote soit réservé aux hommes, elle avait publié El Famoso Famosa, déclaration. Non mais attends, mais je veux dire, ne fais pas comme si c'était... Enfin, en plus, c'est tout petit quoi, ça doit être même pas 50 pages. C'est un petit livre ça, les 1000 nuits, les gens, c'est ridicule. Ne fais pas comme si c'était la référence absolue des féministes et notamment des féministes marxistes. Je veux dire, t'es juste en mode, bon voilà, à l'époque, il y avait quand même des femmes qui se battaient pour leurs droits. Ne faites pas croire que la période, le combat des femmes n'était pas important, tout le monde s'en foutait. Non, t'avais des femmes qui avaient aussi le combat des femmes en enjeu, quoi, qu'ils les mettaient sur la scène politique, c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Ce n'est pas un incontournable. C'est juste, vous avez vu, déjà, pendant la Révolution, il y avait des combats féministes, voilà. Des droits de la femme et de la citoyenne, un opuscule totalement oubliable et oublié. Oui, en plus, je croyais que ce féminisme-là était bien selon lui, oui. Plutôt, il a dit, bon là, c'est vrai, elles avaient pas le droit de vote. De son vivant, dans lequel elle appelait à étendre ce principe absurde du droit de vote, c'est-à-dire De quoi? Ah oui, il est contre le droit de vote en fait. Ok, donc il est vraiment à ce niveau-là de droite artiste. Ah ouais, ok, d'accord, je pensais pas qu'il était aussi à droite. Mais il est pas fasciste, hein. C'est juste, il est contre le droit de vote pour certaines parties de la population, c'est tout. et oublié de son vivant, dans lequel elle appelait à étendre ce principe absurde du droit de vote, c'est-à-dire, pour rappel, le droit des idiots incultes à donner leur avis quand on les siffle. C'est grave. Mais en plus, que cet argument sur l'intelligence soit donné par des personnes comme vous, je trouve que c'est un CSC, mais qui est inimaginable. Vous êtes parmi les personnes les plus bêtes que je connaisse et que vous osiez vous placer sur la barre de l'intelligence. Mais il y a aussi un truc à vous dire, c'est que tendanciellement, vu l'accès à l'éducation, vu l'accès à plein de facteurs, c'est plutôt les classes populaires qui auront un plus faible capital culturel. Voilà. Les classes populaires, en raison de leur place économique, et de leur place dans les modes de production, vont être les personnes qui vont avoir moins le capital culturel, moins l'intelligence telle que mise en avant par la bourgeoisie. Donc tu es contre le droit de vote des classes populaires, c'est ça? C'est ça? Parce que c'est un peu lié, hein? Non. Et après, tu utilises le prolétariat pour t'opposer au féminisme. Oui. Une fois tous les 5 à 7 ans, aux femmes, en plus des hommes. Changer le monde. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? Ah oui, donc lui, c'est juste une aberration de donner aussi aux femmes. Ok. Bon, alors évidemment, quand la France est assaillie par l'Europe entière et que le roi est en position échec et mat face à la Convention, on s'en tape un peu de l'avis d'une demi-nympho, et Robespierre, pressé de zigouiller un maximum d'opposants politiques, fait décapiter Olympe courant novembre 1793. Ne nous mangez pas. La place de la femme, c'est à la... Je commence à être fatigué, les gens. Je commence à être fatigué de voir toujours les mêmes vidéos, toujours. Ça fait 10 ans que vous avez les mêmes mèmes. Ça fait 10 ans que vous avez les mêmes blagues. Ça fait 10 ans. Et c'est là que commence la récupération politique et la légende. Parce que quand Robespierre fait zigouiller Olympe, le bouc ne sait même pas qui c'est. Je veux dire, Robespierre, c'est vraiment un petit Staline avant l'heure. Un gauchiste qui massacre ses détracteurs par pack de sang. Alors bien évidemment, il a pas le time pour se documenter sur la trogne et le CV de chaque pécore qui lui parle mal. Oh, une victime. Mais j'attends encore ton analyse de Olympe de Gouges. Là, il n'y a pas d'analyse de Olympe de Gouges. Tu nous dis juste, elle a été tuée par Robespierre. Mais est-ce qu'on peut avoir... T'essayes de nous faire la déconstruction du féminisme, montrer à quel point c'est débile. Est-ce qu'on peut avoir des propos sur elle, sur ce qu'elle écrit, sur ce qu'elle dit? Là, c'est juste des anecdotes par-ci par-là. Elle a été tuée par Robespierre. Ouais, je comprends pas. Mais t'es contre le droit de vote. En quoi ça te dérange un pouvoir autoritaire? Oui, non, mais bon, c'est contradiction. La vie s'arrêtait là. Mais ça, je veux dire, la réalité, vous allez vite comprendre que les militantes féministes, elles s'en tapent. Pour elles, Olympe de Gouges va devenir, au fil des siècles, une martyre, récupérée pour en faire la défenseuse.
Bah, ça serait une réalité, quoi. Je vois pas d'un point de vue féministe que certains se disent elle a été tuée injustement et tout. Bon. Originelle du droit des femmes. Et là, on bute Mais là aussi, t'inventes des trucs. On s'en bat les couilles. En vrai, on s'en bat les couilles de l'âme de gauche. Voilà. Je te dis, on s'en bat les couilles. sur le premier problème structurel du féminisme. Il se fantasme des rapports étroits avec l'histoire des femmes et des racines qui remontent à la nuit des temps, sauf qu'en fait le truc, c'est historiquement un fantasme de bourgeoise oisive sans aucun fondement ancien. Parce que, désolé de le rappeler, l'égalité de genre dans le Poitou en l'an de grâce 1123, c'est un pur non-sens. Oui, les femmes étaient dominées, oui. Donc oui, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire, oui. Il veut dire pour lui, ça avait pas de sens que en fait, on ne pense pas que l'égalité des genres aurait pu apparaître dans le système féodal. C'est pas ça le propos. En fait, on n'en veut pas aux paysans de l'an 1200 de pas avoir promulgué la liberté et l'égalité entre les hommes et les femmes. On montre juste que la domination patriarcale existe même à cette période-là et bien avant. Qu'est-ce que t'as... Je comprends pas le truc. Qu'est-ce que t'arrives pas à comprendre là-dedans, de dire que à cette époque-là, les femmes étaient dominées par les hommes. Et tu me dis, faut pas leur en vouloir. Oui, bon, ça c'est pas le sujet, on s'en fout. Ça veut rien dire. Et on va pas en vouloir à un paysan de l'an 1200. Je comprends pas ton truc. Oui, c'est Un peu comme l'argument du ni. Et oui, et même, d'ailleurs, les féministes marxistes vont te dire qu'effectivement, il y avait un patriarcat en l'an 1200, il y avait un patriarcat dans la période féodale, mais c'était pas le même que le patriarcat de l'ère moderne, du mode de production capitaliste. Ça veut pas dire que c'était extraordinaire, c'était mieux avant, il faut retourner là-dedans. Mais justement, quand tu reproches aux féministes de pas être dans le réel, justement, ces femmes-là, féministes marxistes, sont dans le réel, et elles t'expliquent comment ce patriarcat se modifie selon le mode de production, et comment la domination exercée sur les femmes n'est pas la même selon l'époque. Par contre, il y a un truc qui est assez présent à l'ensemble de la planète et sur un temps très long, c'est la subordination des hommes, des femmes sur les hommes. Les femmes sont subordonnées aux hommes. Voilà. Mais bon, il faut vraiment faire, on dirait, LV1 de féminisme. Hein. Les mêmes qui fantasment sur Jeanne d'Arc, oui. Vous pouvez pas avoir de chéquier en Elle peut être bouclée en 10 secondes. Salut, je me sens seul, j'aimerais coucher avec une femme, ça me frustre qu'une femme veut de moi. 50. Alors qu'en ce temps, personne n'avait de chéquier à part quelques gros bourgeois parisiens, et eux, ils étaient 22 les jours de beau temps. Et ça... Mais ça aussi, parce que là, il parlait du chéquier. Il disait que c'était absurde de demander le droit de chéquier aux femmes alors que les prolétaires n'avaient pas le droit. Mais dans l'absolu, oui. Enfin, c'est pas que les prolétaires n'avaient pas le droit, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais bref. Mais imaginons même, et ça explique pas pourquoi les femmes bourgeoises n'auraient pas le droit au chéquier. Si les hommes bourgeois ont le droit au chéquier, pourquoi les femmes bourgeoises n'auraient pas le droit au chéquier? D'en faire un combat dans l'absolu, voilà, je m'en fous. Mais c'est aussi une injustice. Tu peux trouver ça absurde comme combat, mais objectivement, c'est du sexisme que les hommes bourgeois puissent avoir le chéquier et pas les femmes bourgeoises. C'est tout. Voilà. C'est la réalité. Ce rapport Il contrarié. fait que recracher les interventions de Zemmour chez Ardisson. Oui. Non, mais il a pas travaillé son sujet. Il a rien lu. Moi, je veux bien qu'il me donne ses sources, ce qu'il a lu. Voilà, s'il te plaît. Donne-moi ce que tu as lu et on en discute. Parce que c'est trop facile de me citer des livres comme ça. Moi, je te propose, tu me cites ta bibliographie et on en discute très vite. Très vite, la semaine d'après. Voilà. On discute de ce que tu as lu et on voit si vraiment tu as lu les trucs. Du féminisme à l'histoire, il s'incarne parfaitement avec l'histoire de T'as pas compris, il pense que c'est du féminisme blanc. Je crois pas, lui. Lilith et les sorcières. Comme vous le savez, ou devriez le savoir si vous avez lu la très sainte Bible, la Genèse La très sainte Bible. Elle est pas seulement sainte, elle est très sainte Bible. Vous comprenez ça? La très sainte Bible. décrit de manière allégorique la création par Dieu de l'homme puis de la femme à partir d'une côte de l'homme. En gros, Dieu endort Adam, le premier homme, lui prend une côte et façonne Ève, la femme, en partant de ça. Ouais, sauf que les féministes, ça leur va pas cette histoire. Pour elles, Ça se comprend. Je peux comprendre que d'un point de vue féministe, cette idée de l'homme, de la femme créée à partir de l'homme, est un moyen pour l'Église de justifier la domination de l'homme sur la femme. C'est logique. Tu peux pas en vouloir. Je veux dire, il y a une logique pour les féministes de dire, ce cliché, cette image, ce symbole de l'homme qui a été créé, de la femme qui a été créée à partir de l'homme, est une justification de la domination patriarcale. Oui, c'est vrai. Mais bon, t'as pas l'air de le comprendre, en fait. Je pense que tu n'as pas lu et t'es juste allé sur 2-3 citations sans vraiment aller dans la profondeur de l'analyse. cette affaire de femme qui est créée à partir de l'homme, ça marque la domination patriarcale, et patati et patata. Ce qui est d'ailleurs partiellement démenti par le texte de la Bible lui-même, mais... Donc là, il est en train de nous dire que le texte de la Bible n'est pas patriarcal. Ça c'est un débat théologique. Bon, après, je ne compte pas sur toi pour avoir une lecture féministe de la Bible. Mais tu ne peux pas nier qu'il y a le débat de savoir d'un point de vue théologique quelle interprétation on doit faire du texte de la Bible, mais tu ne peux pas nier le fait que l'Église l'ait utilisé davantage dans un sens patriarcal. Que ces textes bibliques ont été là aussi pour légitimer dans la société pendant de longues années, de longs siècles, la domination patriarcale. Ouais, non, mais la Bible dit pas... Ok, oui, si tu veux. Mais
d'ailleurs, tu nous l'as pas prouvé. Hein, veut dire, là, on n'a encore aucune citation, on n'a rien là. Prouve-nous que c'est faux. Vas-y. Et passons. Et c'est donc pour ça qu'elles ont fait un forcing de zinzoline sous Xanax autour de Lilith. Lilith. Ça aussi, on s'en bat les couilles. On s'en bat les steaks de Lilith. Vraiment, voilà. Les féministes sont tous à fond sur Lilith. Oui, si tu veux. Voilà. En fait, je pense que le problème de la vidéo, c'est qu'il ne comprend pas qu'il y a différents courants dans le féminisme. Et il fait comme s'il y avait un féminisme et donc il nous met tout là-dedans, quoi. À la base, c'est une figure de démon. Oui, démon, c'est le féminin de démon, créé par les Babyloniens. Oui, moi, la mythe de Lilith, je vois chez certaines féministes radicales. Moi, je n'ai pas assez lu sur le sujet. Pour ça, voilà, je sais pas si c'est utile, je vais pas me lancer là-dedans, mais c'est pas les lectures féministes que j'ai eues, tu vois. Les féministes que j'ai lues ne sont pas allées dans ce mythe-là, mais surtout elles ne croient pas en Lilith, elles utilisent le mythe pour avoir un propos sur la société et sur la place des femmes dans nos sociétés actuelles et dans nos sociétés à travers l'histoire. Mais bon, ça va pas plus loin, quoi, on s'en fout un peu. Est récupéré par les Hébreux de leur exil à Babylone. Alors bon, dans le lore originel, Lilith est une créature qui vole la semence des hommes pendant leur sommeil et fomente plein de petits démons à partir de ça. Mais c'est pas tellement le sujet, parce que ce qui va nous intéresser, c'est que ce nom de Lilith, qui n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible, il va être complètement monté en épingle par les féministes pour faire naître une pure invention de leur... Oui, mais je pense pas qu'elles disent que c'est la véritable Bible. Je pense juste que c'est une figure de la Bible citée une fois, qu'elle mobilise pour dire quelque chose sur la place des femmes, c'est tout. Elles s'attendent pas à ce que ce soit une révélation dans la Bible ou quoi, c'est... Esprit, la première femme d'Adam. Alors là, attendez, parce qu'on part vraiment sur une théorie du complot avant l'heure. En gros, l'idée des féministes, ce serait que la Bible... Attends, là, attendez, parce que là, il nous présente la chose comme si les féministes pensaient ça. Attends, vous êtes prêts? Apparemment, les féministes... Tenez-vous prêts. Voilà la théorie des féministes. De toutes les féministes. De Morgane Merteuil, de tout ce que vous voulez. Voilà la théorie des féministes. En gros, l'idée des féministes, ce serait que la Bible ne nous dit pas tout. Et qu'avant d'être avec Ève, Adam était avec Lilith, une femme insoumise et potentiellement volage. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui alors? Que Dieu avait créé non pas à partir d'une côte, mais à partir de poussière, comme il l'avait fait avec Adam lui-même. C'est voilà, il a dévoilé ce que pensent les féministes. Voilà, vous avez il a fait son enquête, les féministes pensent ça. Voilà, c'est la tombée. Oh, mais non, mais on s'en fout, c'est un courant de certaines féministes qui ont ça. Et en plus, c'est même pas les féministes majoritaires que ce soit en France ou aux États-Unis ou dans le monde occidental, c'est même pas le courant féministe majoritaire. Qu'est-ce que tu nous casses les pieds avec des personnes, et même celles qui sont un peu dans cette théorie, c'est même pas un truc où elles y croient dur comme fer, tu vois, c'est même pas en mode si c'est ça, il faut, voilà, c'est la vérité, c'est juste ça serait intéressant d'avoir cette image là pour un peu renverser le discours et proposer un contre-discours, un contre-dialogue, un autre mythe et tout, mais on s'en bat les couilles, les codes de SOS 117, non mais laisse tomber, ça revient au même. Qu'est-ce qui revient au même? Du coup Lilith est l'égale d'Adam, ça semble ok. Oui, mais je pense que c'est pour ça que les féministes mobilisent ce mythe de Lilith, quoi. Des féministes, une minorité, mobilisent ce mythe-là, et on s'en fout, ok, on s'en fout, quoi. Vraiment, mais t'as des féministes qui s'emmerdent là à étudier les structures, à étudier l'histoire, à étudier, c'est vraiment comment les dominations sur les femmes se sont mises à jour, comment elles s'appliquent, sont les structures selon l'économie, selon le courant idéologique, et lui il arrive, oh, les féministes, elles croient voir Lilith, c'était la femme d'Adam, c'est ça les féministes. Pourquoi répondre logiquement à un débile pareil? Je sais pas, ça m'amuse. Sauf que, rapidement, Lilith était devenue ingérable et donc Adam, avec l'aide de Dieu, l'avait dégagé Manu Militari. Et donc, une fois qu'elles ont construit tout ce délire à partir, je le rappelle, d'un seul petit mot dans la Bible qui... Non mais là, c'est toi qui es dans un délire, je te le rassure. Tu es dans un délire, tu extrapoles de fou. Déjà, t'es dans un délire de penser que les féministes pensent ça. Voilà, la phrase, les féministes croient ça, c'est un délire. Pas dans la Genèse en plus. Les féministes ont fait de Lilith la première féministe de l'histoire et la mère spirituelle de toutes les sorcières. Ah, j'ai lâché le mot. Sorcière. Ça aussi, sorcière, en fait, la majorité des personnes qui mobilisent le truc de sorcière, elles ne croient pas vraiment aux sorcières. C'est juste le symbole qu'elles veulent mobiliser. C'est un peu un retournement du stigmate. La figure du sorcière, c'est que les femmes qui étaient en gros indépendantes, qui étaient libres, qui se débrouillaient sans les hommes, qui étaient autonomes, étaient considérées, et même encore aujourd'hui, un peu comme des sorcières, en fait, comme des déviantes et comme des sorcières. Et donc, elles ont été chassées pour ça. Et elles sont en mode, on va retourner le stigmate. Ouais, on est des sorcières. Moi, je trouve pas la figure extraordinaire. Je m'en
fous un peu, mais je comprends l'intérêt pour certaines féministes de mobiliser cette figure de la sorcière, quoi. Et quant à, par exemple, Federici qui a écrit le Caliban et la sorcière, elle, ce qu'elle montre, c'est aussi comment cette chasse aux sorcières a permis de, pas seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ah oui, mais il n'y a pas eu autant de morts que ça dans la chasse aux sorcières. Federici ne se concentre pas sur le nombre de morts, en fait. Le nombre de morts sur la chasse aux sorcières, c'est presque annexe. Elle montre en fait comment ça détruit des communautés, détruit des organisations, détruit des manières de s'organiser, de relationner, et fait en sorte que les femmes soient sous la domination des hommes, parce que les hommes avaient maintenant le pouvoir de pouvoir les dénoncer très facilement, en fait. Voilà. Et donc, elles ont été reléguées de plus en plus dans la sphère domestique à travers notamment cette chasse aux sorcières. Voilà la mobilisation de la figure de la sorcière. Et bon, voilà, on a lui qui ne comprend rien à tout ça, qui ne comprend rien à ça. Gros dossier féministe, ça. En partant de l'idée que l'église cachait si... Détruire les savoirs que les sorcières avaient, oui, parce qu'elles montrent qu'elles occupaient des places importantes sur la médecine, etc. Donc voilà. Mais bon... Ouais, trop bien Federici, oui c'est cool, mais surtout les critiques de Federici, les gens n'ont pas compris quel était le propos principal de Federici, quoi, mais bon. Vraiment aux hommes l'existence de Lilith et chercher à emprisonner les femmes, ce que l'histoire dément de manière objective, mais c'est pas le sujet, vous l'aurez noté. Et tu nous le prouves toujours pas, hein. Les premières militantes féministes ont développé l'idée qu'il existait une lutte secrète, tacite et millénaire entre les femmes et l'église. Secrète. Alors non, effectivement, l'Église me semble pas aller dans l'histoire, n'est pas allée dans le sens du combat des femmes. C'est pas secret, hein, y a pas de complot. Mais historiquement, l'Église était plutôt sur le contrôle, notamment du corps des femmes, ne serait-ce que par l'avortement. Mais il y a pas besoin d'aller dans un truc de complot secret, caché ou quoi. Juste, les femmes ne pouvaient pas avorter parce que l'Église disait que c'est interdit. Voilà, c'est tout. Et ça a été très tard qu'on a autorisé l'avortement. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là ? Qu'est-ce que tu nous racontes ? La chasse aux sorcières a participé à détruire les communautés de voyage juives aussi, j'ai lu ça. Oui. En 1893, Matilda Jocelyn Gage, une militante, publie un très mauvais et très bâclé essai, Woman, Church and State. We are in France, we speak French. Dans lequel elle instille l'idée que les sorcières persécutées au Moyen-Âge... Je ne sais pas qui c'est, les gens. Vous la connaissez, vous ? Non, mais juste pour vous dire qu'il veut nous faire une présentation du féminisme, hein, il y a quand même des figures, là, on les connaît pas. Je veux dire, c'est même pas des figures centrales. Attendez, on va regarder. Une féministe abolitionniste, libre penseuse, essayiste. Bon, bah, déjà, la description est très bien. Abolitionniste, libre penseuse, moi, j'aime beaucoup. Abolitionniste, elle est envoyée en prison pour avoir enfreint le Fugitive Slave Act, loi criminalisant l'assistance aux personnes basée. En dépit des problèmes financiers et médicaux, elle s'engage pour défendre la cause des femmes, des Afro-Américains et des Premières Nations. Excusez-moi, madame Jocelyn Gage, je m'excuse totalement pour le manque de respect que j'ai mis sur votre nom. Vous avez l'air d'être ultra basé. Vous êtes battu pour le droit des femmes, le droit des esclaves, des Afro-Américains et pour le droit des natifs américains. Voilà, respect. Ça a vraiment donné envie de la lire. Merci le Hussard pour cette découverte. Merci beaucoup. Elle instille l'idée que les sorcières persécutées au Moyen-Âge sont des prêtresses. Merci le FDP pour la reco, je te jure, ça a l'air trop bien. Adhérant à une religion vénérant une grande déesse. Eh ben voyons. Persuadé que tu n'as pas lu le livre, je suis sûr. Sûr et certain que tu n'as pas lu le livre. Et elle développe aussi une idée délirante selon laquelle jusqu'à 9 millions de femmes auraient été persécutées par l'église pour sorcellerie, ce qui est complètement faux bien sûr. Vous voyez ce que 9 millions de femmes, c'est quoi? Qu'elles ont été tuées ou persécutées? 9 millions de femmes persécutées par l'église, ça dépend de ce que tu entends par persécution. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elle entend par persécution selon la période historique. Par contre, 9 millions de femmes tuées dans la chasse aux sorcières, non. Persécutées, c'est autre chose. ça fait déjà 1 million, Armina. Et ce qu'elle reconnaîtra d'ailleurs comme faux elle-même par la suite, expliquant que son torchon a été rédigé à la hâte, sans prendre le temps de se documenter sérieusement. Sauf que, dans l'intervalle, le mal était fait. En 1973... Quel mal a été fait là? Attendez, quel mal a été fait? Donc presque un siècle après ces événements... Quelqu'un lui dira un jour que OSS-117 se fout de sa gueule? Non, mais je crois qu'il ne comprendra pas ça. 2 militantes féministes radicales, Barbara Ehrenreich et Deirdre English, Connais pas non plus. Ça n'a pas l'air les courants féministes que je connais. Sans avis, voilà. vont reprendre les théories et les chiffres de Woman, Church and State dans leur essai Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes et de la médecine, colportant ainsi cette vision complètement délirante des sorcières jusqu'à notre époque et Mais en fait, je te jure, depuis le début, tu nous as rien dit vraiment du livre quand même. Mets-nous des citations, mets-nous des passages, explique-nous la théorie en général. Mais vraiment, sois plus précis. Là, on doit te croire sur parole. Tu nous dis, il y a ça dans le livre très vite en une phrase. Il dit de la merde, il ment en plus. Ah, mais j'en suis persuadé. Je suis sûr qu'il nous dit n'importe quoi du livre. Et comme il a un public de teubés qui vont pas lire, il va dire, ah bah oui, il y a ça dans le livre, c'est sûr. Il y a ça dans le livre. une histoire des femmes et de la médecine, colportant ainsi cette vision complètement délirante des sorcières jusqu'à notre époque et permettant à quelqu'un comme Mona Chollet, aka Palachip
chips la plus croustillante du paquet, de faire son beurre à son tour sur ce délire. En plus, Non, tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu. Voilà, c'est confirmé parce que le livre de Mona Chollet sur les sorcières, je l'ai lu et elle ne parle pas du nombre de morts, Mona Chollet. Elle est juste sur, pour moi, une lecture que je trouve pas ultra intéressante du mythe des sorcières, mais justement, elle va sur l'idée que l'image de la sorcière est faite pour stigmatiser les femmes qui sont autonomes. Voilà, c'est tout. Voilà, dans son livre, c'est vraiment en mode, voilà, dès que les femmes sont autonomes, qu'elles font ce qu'elles veulent, qu'elles décident de se pas se maquiller, d'être libres et tout, elles sont considérées comme des sorcières. Voilà. Elle est pas du tout dans le monde, il y a eu 9 millions de morts. Je pense que tu n'as pas lu les livres que tu cites, vraiment. Et les auteurs que tu mobilises. Je suis sûr et certain. Pourtant, Mona Chollet, c'est pas difficile à lire. Voilà, si tu veux, on peut commencer avec Mona Chollet, si tu veux. Et on en rediscute après, parce que c'est peut-être le plus accessible pour toi. Mais tu n'as pas lu. Mais non, elle est pas du tout dans le truc de l'histoire des sorcières, juste comment l'image des sorcières est le symbole des femmes autonomes qu'on essaie de stigmatiser. publiant Oui, et en plus, sur la question de l'islamophobie et tout, elle est basée, Mona Chollet. Je la trouve pas très intéressante du point de vue des théories féministes. Voilà, je trouve que ça casse pas trois pattes un canard. Après, c'est quand même utile pour moi, une porte d'entrée. Mais elle est quand même extrêmement basée sur l'antiracisme, Mona Chollet. Moi, je l'aime bien. Voilà, j'ai de la sympathie pour Mona Chollet. la daube ultime, sorcière, la puissance invaincue des femmes en 2018, dans le plus grand des calmes et le Tu ne l'as pas lu. Tu ne l'as pas lu, c'est évident. Tu prouves par tes propos, là, que tu n'as pas lu le livre. plus grand déni de réalité qui se puisse concevoir. Non, je ne te Voilà, je vous dis, les gens, c'est la preuve. Ils croient encore qu'elle est sur la théorie des 9 millions de morts et tout. respecte pas. Donc attendez, je récapitule. Un mot dans la Bible, un seul mot, devient un délire complotiste vaguement New Age colporté par une bonarien level 100 à la fin du 19e siècle, puis ce même délire est repris et amplifié. D'ailleurs, tu nous as rien dit d'elle. Je veux dire, est-ce que tu peux nous expliciter un peu plus leur théorie, sur quoi elles se fondent? Est-ce que tu as des extraits? Est-ce que tu as des choses? Je sais pas, là, tes trucs de lecture, tu te rends compte, c'est pas sérieux comme travail, frère. Par Ce n'est pas du tout sérieux ce que tu es en train de faire. des illettrés 68 tardes, et on se retrouve, en bout de course, avec des écervelés en fac de lettres qui jouent leur meilleur roleplay d'intellectuel, aujourd'hui, en lisant du Mona Chollet. Question. Eh ben, manquerait plus qu'elle se lance dans le théâtre, tiens. Ah bah, justement, c'est ce dont on va parler maintenant. Oh, la transition nulle, la transition. Oh, la transition la plus forcée de tous les temps. Mona Chollet, c'est nul. Putain, je dois parler du théâtre après. Manquerait plus qu'elle fasse du théâtre. Ah bah tiens, je vais parler de théâtre. Transition. Oh là 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 là. C'était pas du tout... Ah, c'est bien écrit, c'est bien écrit. Les Oh monologues là là. du vagin. On s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks. Ah, mais il nous prend les trucs les plus nuls. Ah, les monologues du vagin. Tout le monde s'en bat les couilles. Bon, alors là, c'est la petite partie où on va rigoler un coup parce que je vous promets que tout est légendaire. Mais les focus, et ça c'est le féminisme, voilà. C'est sûr que si tu concentres sur les trucs les plus libéraux, bourgeois et tout du féminisme, oui, tu auras l'impression que le féminisme est bourgeois, quoi. C'est devenu TERF, oui, en plus. En 1996, à Broadway, Eve Ensler présente sa nouvelle pièce. Moi, vraiment, les monologues du vagin, je suis pas, peut-être qu'aussi je suis pas concerné, mais je m'en fiche, vraiment, je m'en fiche. Monologue du... Bon, enfin, vous avez compris quoi. Je vais pas risquer de faire tressaillir YouTube en répétant le mot, mais vous savez très bien de quoi je parle. Bon, et bah cette pièce, c'est rapidement de... C'est Rachel Kahn. Bon, voilà, quand tu peux être joué par Rachel Kahn, c'est que peut-être qu'il y a un problème, quoi. Ça date aussi. Bah moi, je trouve que c'est très bourgeois, quoi. C'est très bon. Devenu un classique de la littérature féministe, souvent présenté comme un chef-d'œuvre mordant et libérateur. Bon, alors très bien, voyons voir ce qu'il en est dans ce cas. De quoi que ça parle, les monologues du Gouzi Gouza? Et bah, comme son nom l'indique, de Gouzi Gouza. Bah ouais, logique. En fait, il n'y a pas d'histoire, pas d'intrigue, pas de personnage au sens où vous l'entendez. Tout consiste en une série de dialogues et d'interactions entre... Attends, pour lui, un livre, un bon livre, faut forcément qu'il y ait une histoire. Attends, mais c'est quoi ça? Et c'est une chaîne de littérature. C'est un mauvais livre, il n'y a pas d'histoire en fait. C'est n'importe quoi, il n'y a pas d'histoire en fait. Il n'y a pas d'intrigue. Allez, oui, de la bagarre, oui. Ça s'appelle un monologue, Billy. Et chaîne de littérature. Non mais... oula, moi si le livre, il n'y a pas une histoire avec un début, une milieu, une fin et les gentils qui gagnent à la fin, là, ça va pas être possible. Là. Autant de Goya l'aurait tellement tué, non mais c'est pas possible. Et d'ailleurs, sa présentation, c'est quoi le monologue du vagin? Eh ben c'est un monologue autour du vagin. Voilà, tu l'as pas lu, je pense que tu l'as pas lu. Le féminisme a un vrai problème avec le corps. C'est simple, tout tourne toujours autour des aspects les plus répugnants du corps chez ces gens-là. Déjà d'une, parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Alors, pourquoi les féministes ont un problème avec le corps? Qu'est-ce qui fait que l'un des enjeux principaux des féministes, c'est leur corps?
est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de contrôle du corps des femmes qui amènerait à une oppression terrible sur plein d'aspects et que donc, effectivement, l'un des enjeux des féminismes, c'est de récupérer le contrôle de leur corps. Peut-être, je sais pas, hein, un contrôle des corps qui irait jusqu'à l'interdire l'avortement et tout. Voilà. Déjà, je te laisse quelques minutes pour réfléchir à ça. Comment ça se fait que les féministes sont autant sur l'idée de se réapproprier leur corps? C'est peut-être parce qu'elles ont été dépossédées de leur corps. Voilà. Qu'elles ont vu parfois comme des pondeuses, juste à faire des enfants, avec plein d'injonctions sur elles-mêmes, sur leur sexualité. Voilà, même sur la sexualité, on pourrait me dire. Pourquoi c'est aussi important pour les féministes les questions de sexualité? C'est peut-être lié à l'oppression. Mais toi, t'as dû lire ça se voit que t'as lu les féministes, toi. Ça se voit que t'as lu. Bref, il y a c'est pas anodin que les femmes parlent du corps et que les femmes parlent de sexualité. C'est lié à l'oppression qu'elles ont subie et qu'elles subissent encore aujourd'hui. Tu vois, je sais pas si tu es au courant, mais très vite elles sont vues. Les femmes sont soit vues comme des putes, soit comme des puritaines. Tu vois, c'est trop court, c'est trop long, etc. Bref, là, vraiment en fait, tu devrais lire Mona Chollet. T'es un peu bête, mais tu devrais lire Mona Chollet comme porte d'entrée sur le féminisme. Ensuite, les parties les plus dégueulasses. Qu'est-ce que ça veut dire les parties les plus dégueulasses? Parce que là, en plus, tu mets les aisselles de femmes. Qui c'est qui considère que c'est dégueulasse? Le discours est justement de dire mais qu'est-ce qui fait que vous considérez ces parties comme dégueulasses, tu vois? Et comment ça se fait, par exemple, vous êtes dégoûté quand une femme a des poils aux aisselles? Comment ça se fait que vous n'êtes pas dégoûté quand un homme a des poils aux aisselles? Comment ça se fait que c'est très bien vu que vos jambes, prenons un truc, allez, les aisselles, tu vas dire ah mais les aisselles ça pue les jambes. Comment ça se fait que vous n'êtes pas dégoûté quand les hommes ont des poils aux jambes et que les femmes ont les poils aux jambes? Vous êtes dégoûté quand les femmes ont des poils aux jambes? C'est quoi les constructions? Donc c'est interroger ces constructions sociales là. Tu comprends que là c'est des enjeux féministes. Après tu peux trouver que c'est des enjeux pas importants à la rigueur si tu veux. Bon après t'es pas concerné, toi t'as le droit de te balader sans t'épiler tous les jours quoi. Mais il y a une légitimité, il y a une logique. Poils, sang, maladie, impureté, sécrétion, c'est autour des aspects les plus répugnants du corps chez ces gens-là. Poils, sang, maladie. Non, mais c'est vous qui faites une focalisation sur les poils. En fait, les femmes ne seraient pas à exposer leurs aisselles poilues si pour vous, c'était pas un problème, en fait. Tu vois? C'est vous qui faites de ça. Ah non, tu enlèves, hein, tu te rases. Hein. C'est quand même dingue, quand même, de reprocher aux femmes d'en faire un enjeu alors que c'est eux qui veulent empêcher aux femmes d'avoir des poils sous les aisselles. Les fameuses aisselles rasées des paysannes du Poitou de l'an grâce 1110, oui. Sang, maladie, impureté, sécrétion. Et ça aussi, le sang, je veux dire, qui a fait des règles, des menstrues, un sujet extrêmement tabou. C'est pas les femmes. Je veux dire, c'est légitime que les femmes veulent briser les tabous autour de ça. C'est quand même les hommes qui ont créé le tabou autour de ça. C'est quand même une folie, quoi, de reprocher aux femmes En fait, vraiment, son reproche, c'est les femmes, vous prenez trop en cause, vous prenez trop en lutte. Vos sujets de lutte, c'est les sujets qui vous oppriment. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, en fait. Qu'au lieu de lutter pleinement contre les agressions qu'elles subissent encore dans pas mal d'endroits du monde, genre... Alors déjà, elles font les deux. Les féministes luttent pour avoir le droit d'avoir des poils et contre les agressions. Je connais aucune féministe qui est en mode ah non, je m'en fous des agressions, là c'est les poils sous les aisselles. Là t'es en train d'inventer un truc quoi. Et donc là, maintenant il va nous parler des agressions dans le monde. Bon, on devine que c'est pas en France. De qui il va parler? Oh là là, mais de quelle partie du monde il va parler? Allez, on va être surpris ou pas? Genre Kaboul, New Delhi. Prévisible. C'était prévisible. Alors qu'en France, ça n'existe plus tout ça. Ou Barbès-Rochechouart, les soi-disant... Ah bah si, ça existe en France, Barbès-Rochechouart. Oh là là. C'est-à-dire qu'en dehors des Arabes, les femmes sont maintenant libres et ne sont jamais agressées. Depardieu, etc. quoi. PPDA, voilà. Défenseuses de la femme perdent leur temps avec des pièces de théâtre, c'est le cas de le dire, sans queue ni tête, à base de patchol dilaté. Ah non, mais attends, mais il a un peu... C'est un misomus de ouf. Moi, les gens, j'ai du mal à être ému par des pièces de théâtre et tout, mais j'ai conscience que ça a un intérêt et je comprends pourquoi ça touche d'autres personnes. Lui, c'est juste, oh, c'est nul, ça n'a pas de sens. Oh, c'est abstrait, c'est nul. On comprend rien, c'est nul. Vraiment, c'est grave. Et sa chaîne, il a quand même précisé que sa chaîne, c'était sur la littérature. Ah, vraiment, mais le lourdeau. C'est trop abstrait, là. Ça veut rien dire, là. On comprend rien, là. Je suis un teubé, là. Même qui nous parle d'intelligence, hein. À base de patchol dilatax et de sororité aussi malaisante que contrefaite. Et vraiment, j'en peux plus de leur technique, là. Aussi malaisante que si, aussi ça que ça. Aussi, tu sais, leurs images et tout, là. C'est pas drôle, c'est bon. Mais attendez, ça s'arrête pas là. Monologue, c'est une pièce qui, à force de subventions de collectifs militants, s'est tellement imposée de par le monde que, littéralement, on a déjà eu une représentation de cette pièce chez nous, en France.
Ça, c'est une vision de l'enfer, par contre. Mais ça, tu vois, ça, c'est le faux. Je veux dire, s'il y avait une image du féminisme bourgeois, libéral, institutionnel, ça, c'est une vision de l'enfer. Mais le hussard, je pense que 80%, allez, on va dire 70% des féministes en France, à gauche, sont contre ça, en fait. Voilà, sont pas du tout. Chiappa, El Khomri et, comment elle s'appelle la dernière? Putain, les gens. Roselyne Bachelot, sont, je veux dire, c'est pas la figure des féministes, en fait. Il y a un moment donné, arrête de faire croire que les féministes sont en pamoison devant Marlène Schiappa. Turing, Et Myriam oui, Sam, toutes les femmes, c'est la même chose. El Khomri, Roselyne Bachelot et Marlène Schiappa. Moi, je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de... Oui, bon, personne ne prend au sérieux Marlène Schiappa. Tu vas pas tu vas pas piéger les féministes en disant que Marlène Schiappa est babasée, quoi. Oui. C'est la figure d'aucune féministe. grande responsabilité. Oui, moi, Je suis Spider-Man, fils de... Et non, je rigole pas, c'est vraiment arrivé et je vous mets même quelques images à l'écran. Bon, en revanche, comme je vous aime bien, je pousserai pas le vice jusqu'à vous en passer des extraits, mais sachez que ça se trouve sur internet si vous cherchez bien. Voilà, je vous souhaite pas bon vice. Sachez qu'il nous a rien dit sur le monologue du vagin. Le livre d'avant, il nous a rien dit. Le monologue du vagin, il nous a rien dit sur la... Il y a que des trucs autour. Il y a rien sur le monologue du vagin. Féminisme et puritanisme moral. On l'a déjà pas mal évoqué, mais l'un des grands paradoxes du féminisme, toute époque confondue, c'est le rapport au corps. En fait, quand on découvre le mouvement féministe, on a un peu l'impression de contempler un grand écart permanent et incohérent entre une ode à la vie intime débridée, à la multiplication des partenaires et à la levée de tous les tabous d'une part, et une fâcheuse tendance à réglementer les mœurs, à entraver la libre expression des passions et à contester les penchants naturels qui n'arrangent pas les féministes. Non mais attends, il va nous dire qu'il y a une contradiction parce que mais il est con ou quoi? Il est con. Non, mais oui, il y a des féministes avec des idées différentes. Non mais attends. Là, il est en train de nous dire, il y a des féministes anti-sexe, il y a des féministes pro-sexe. Oui. C'est trop bizarre, les féministes. Parfois, elles veulent qu'on fasse du sexe et parfois, elles sont contre le fait qu'on fasse du sexe. Parfois, c'est trop bizarre. Il y a des féministes, elles sont le porno et d'autres, elles sont anti-porno. Mais mettez-vous... Mais oui. Non mais il y a des courants différents. Il y a des courants même au-delà. Le hussard, faut que tu comprennes. C'est pas seulement qu'il y a des courants différents. Il y a des courants contradictoires. Il y a des courants antagonistes. Il y a des courants dans le féminisme. Ils s'opposent notamment sur la question des sexualités. Les abolitionnistes et les anti-abolitionnistes. Oui, tu arrives à peut-être que si tu travaillais le sujet, tu aurais compris qu'il n'y a pas un mouvement féministe uniforme et que c'est traversé de contradictions, de courants différents, avec des théories différentes et tout. Oui, voilà. Non mais quand un droitard qui essaie d'outwalker les woke comme si on n'était pas assez pour le faire entre nous. Oui, non. Surtout, les gens, c'est quand même indigne de faire ce genre de vidéo. Tu n'as pas travaillé. D'autre part, Je refuse. Donc oui, il y a des féministes qui soutiennent les TDS, il y a des féministes qui sont abolitionnistes, oui. Il y a des féministes qui veulent interdire le porno et il y a des féministes qui sont en mode, mais c'est pas ça l'enjeu en fait. Voilà, il faut défendre les actrices, les femmes dans le milieu. Voilà. C'est dingue, hein. C'est dingue. Je refuse. alors oui, je m'empresse de le préciser. Ça dépend pas mal des époques, des pays et des cultures, mais même chez nous, en France, on a quand même pas mal de cas assez étranges. Par exemple, la fermeture des maisons closes en France en 1946, on la doit à une loi dite Loi Richard, du nom de Marthe Richard, une ancienne prostituée. Oui, une prostituée qui a... Oui, et donc, je comprends pas, c'est... Oui, il y a des féministes qui sont anti-TDS, oui, et donc... Militante féministe, qui a eu une vie complètement dingue, à multiplier les amants... Bon, encore, Marthe Richard, c'est pas non plus une figure mobilisée par les théories féministes, quoi. C'est l'une des premières femmes à piloter un avion avant de faire interdire le métier qui lui a permis son ascension sociale. Et ça, ce paradoxe, ça nous renvoie à la nature profonde du féminisme, hautement ambivalente. Une meuf, la nature profonde de tout un mouvement, très intelligent le gars, non mais c'est du génie. Des lois et des situations injustes, et ça, personne va le nier, enfin, pas moi en tout cas, mais d'autre part, il sert d'exutoire à énormément de mauvaises passions. Le mouvement est complètement sclérosé par des femmes tristes, traumatisées ou juste malveillantes. Oh là là, le niveau de sexisme. Le problème du féminisme, c'est que c'est des femmes qui sont à la tête du féminisme. Et les femmes sont des personnes hystériques, instables, folles, mal baisées. Donc comment le féminisme peut s'en sortir en fait? Moi, je pense que pour que le féminisme s'en sorte, il faudrait que les hommes s'en occupent en fait. Il faudrait que les hommes s'occupent du féminisme. C'est le seul avenir que je vois au féminisme, hein, je vous le dis. Hein. Les femmes, laissez-nous gérer. Qui rêvent de contrôler les hommes et de les mettre... Tu fais une vidéo sur le féminisme et t'illustres avec ça, quoi. Voilà, ça c'est le féminisme, c'est ça? Plus bactère. On est en plein ressentiment nietzschéen, et ça, trait de caractère important. Tenez, là par exemple, c'est Andrea Dworkin. Et
anti-sexe. Andrea Dworkin, qui a des trucs qui sont très intéressants chez Andrea Dworkin. Faut pas tout jeter. Après, anti-sexe et ultra-sioniste. Voilà. Interdiction du porno et sioniste de ouf. Voilà. Donc, ça va pas être ma référence. Ça, c'est du féminisme radical. Il est enfin tombé sur une féministe radicale. Mais bon, c'est pas extraordinaire, quoi. Avant de faire des blagues sur son physique, c'est pas du tout mon courant. Qu'elle n'a vraiment pas eu une vie facile. Hippie et pacifiste, elle a quitté les States pour l'Europe à la fin de l'adolescence, où elle a rencontré son futur mari, et ça s'est pas bien passé, mais alors pas bien passé du tout. Le mec était violent avec elle, lui faisait subir tous les pires sévices possibles, et elle a fini par regagner les USA de justesse en participant à un trafic de drogue international. Mais est-ce que dans la vidéo, on aura un peu de théorie, en fait? Est-ce que tu vas t'attacher à ce qu'elles ont écrit, à ce qu'elles ont pensé, à leurs théories, et nous montrer en quoi ces théories sont fausses par l'argument? Est-ce que tu peux arrêter tes anecdotes là autour? Elle a fait ça, elle a piloté un avion, elle avait... On s'en fout. Je veux dire, c'est pas ça une analyse. Je veux dire, c'est ça les gros cerveaux de droite là? Quoi Répète. Et non, c'est vraiment pas une blague. La vraie méta stylée, c'est anti-sexe pro-gooning, mais bref. En fait, elle devait faire passer de la dope, mais l'opération a été annulée au dernier moment et elle a quand même gardé le billet pour rentrer au pays. Voilà. Et une fois rentrée aux States, Andrea est devenue une militante féministe radicale dont le but était d'interdire les contenus pour adultes, films comme magazines. Et autant, moi, je peux comprendre la critique de l'industrie du porno. Hein. Je peux comprendre, surtout dans les années 70, 80, cette critique de l'image de la femme exposée dans les médias, cette sursexualisation du corps des femmes. Il y a, tout en n'étant pas comme elle, totalement anti-sexe et tout, il y a une forme de légitimité dans cette ultra-sexualisation du corps des femmes dans notre société de consommation actuelle. Quoi ? Oui, elle faisait campagne contre Playboy par exemple, en exigeant et obtenant parfois du Sénat américain le retrait de ses publications des magasins. Mais ce qui est le plus frappant ici, c'est qu'Andrea Dworkin, c'est vraiment la nana originelle qui a théorisé le lien entre contenu pour adultes et violence sur les femmes. En fait, mais ça aussi, ça me paraît pas totalement dingue. Moi, je ne pense pas que c'est à cause du porno que les hommes sont violents. Allez revoir l'émission qu'on a fait à la Zawa Prod. Je pense qu'il y a un continuum. Je pense que le contenu porno est aussi c'est pas le producteur du, les contenus porno ne sont pas les producteurs des comportements violents des hommes à l'égard des femmes, même si tu peux avoir des exemples où ça peut l'être, mais je pense que c'est une matérialisation, une représentation de la domination des hommes sur les femmes. Le contenu porno est violent à l'égard des femmes parce que dans la réalité, dans la sexualité, c'est le fantasme qu'ont les hommes sur les femmes, parce qu'on les a construits dans cet imaginaire-là de contrôle des femmes, tu vois. Donc les liens, pour moi, c'est pas la poule avant l'œuf, c'est pas le porno qui a créé ça, mais c'est pas non plus délirant de dire qu'il y a un lien entre la domination des hommes et le porno tel qu'il est aujourd'hui, quoi. Mais allez voir l'émission et allez voir, Nonor et Don Max en parlent beaucoup mieux que moi. Voilà. Pour elle, c'est parce que vous regardez des contenus cochons que vous risquez de coller une rouste à votre épouse. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bon, alors je pense qu'on sera plus ou moins d'accord pour dire que c'est débile. C'est multiforme, les femmes aussi composent avec les codes du porno. Bah oui, en plus elles sont obligées, mais il y a aussi la réception de... Mais c'est comme tous les produits culturels, il y a les réceptions du public. Il faut aussi voir comment ils se réapproprient ces productions-là, quoi. Mais c'est une croyance qui, mine de rien, est super répandue aujourd'hui. Un peu comme avec l'histoire de Lilith, on se retrouve là... On est quand même à 14 minutes, on est à la moitié de la vidéo, aucun argument donné, il veut dire aucune source, aucune citation, il n'est pas allé sur... Il n'y a aucune contradiction vraiment théorique, il n'y a rien. C'est un truc illogique, issu d'un errement personnel d'une femme blessée. Que des anecdotes, voilà. On va pas s'intéresser à ce qu'elle a écrit, on va pas s'intéresser à sa théorie, on va pas nous montrer ce livre, elle dit ça je suis pas d'accord. Non, c'est juste, les passions tristes parce qu'elle a été violentée quand elle était avec un mec, voilà. Passer à la postérité est devenu un délire complètement mainstream. Et là, faut que je vous dise un truc, je vous promets vraiment, c'est assez vertigineux quand on prend le fil d'un dogme ou d'un argument féministe qu'on entend tout le temps aujourd'hui et qu'on commence à le remonter. On se retrouve toujours, en remontant la piste, à voir que ça repose sur rien. Un peu comme l'histoire des salaires un quart inférieurs pour les femmes. Je n'en plus. Les gens, c'est difficile. Hein. Il va faire encore le truc sur le salaire. Moi, je sais pas là. Le truc des salaires, je sais pas. Je sais juste que les femmes sont celles qui sont le plus touchées par la précarité. Voilà. Les femmes sont plus touchées par la précarité. Fais voir. Tac. En 2025, la précarité touche toujours plus durement les femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, les associations du collectif alertent sur un phénomène. La féminisation de la précarité. Elles appellent donc l'État à renforcer ses actions. Rappelant
rappelant que les femmes représentaient 55% des ménages pauvres et 57% des bénéficiaires du revenu social d'activité. De plus, les femmes constituent 70% des travailleurs pauvres. Une statistique qui s'explique notamment par le fait que 79,5% des emplois à temps partiel et 70% des emplois en CDD et des postes en intérim sont occupés par des femmes. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez nier aussi que les femmes sont dominées dans la société actuelle. Et en plus, là, vous parlez de l'égalité salariale. Mais au-delà de l'égalité salariale, là, vous parlez des femmes, des personnes qui ont un salaire, qui ont un travail. On vous parle aussi du fait que c'est beaucoup plus difficile pour une femme d'avoir un emploi. Et on voit qu'elles ont accès à des emplois précaires ou à des emplois pauvres ou à des intérims et tout. Et aussi, le gros propos des féministes matérialistes, des féministes marxistes, c'est dire qu'au-delà du travail tel qu'on l'entend, de l'emploi salarial, les femmes sont exploitées et surexploitées parce qu'elles font du travail gratuit. C'est quoi le travail gratuit que font les femmes? Faire des enfants, les élever, les éduquer, les maintenir en bonne santé et faire pareil avec leur mari. Alors ça peut paraître délirant de dire que ça c'est un travail qui n'est pas payé. Mais dans une logique capitaliste, ça devrait être payé. Ça devrait être payé. Pourquoi ça devrait être payé? Parce que les femmes mettent au monde, entretiennent et nourrissent, entretiennent et préservent en bonne santé le principal outil du capitalisme qui est le travailleur. S'il n'y avait pas ces femmes-là, il n'y aurait personne pour travailler pour le capitalisme. Donc les femmes produisent de la valeur en maintenant en santé ces personnes-là. Sachant qu'en plus de ça, elles travaillent elles-mêmes. Donc voilà, vos trucs de le mythe de l'égalité salariale, on n'en peut plus en fait. Vous n'êtes pas sérieux. Vraiment, vous n'êtes pas sérieux. Ça me fatigue. Je vous jure, je suis fatigué. Fatigué par l'argument des droitards sur ça. Ils n'ont rien lu. C'est vraiment des débiles. Aujourd'hui en France, histoire 1000 fois débunkée avec brio, mais toujours... Mais montre-nous des sources. Il suffit pas, ça fait, je veux dire, c'est la 5e fois qu'il dit ça c'est démontré que c'est faux. Bah montre-nous où c'est montré que c'est faux. Il suffit pas de dire que c'est faux pour que ce soit faux, ou alors c'est faux ce que tu dis. Voilà, ce que tu dis c'est faux. Voilà, c'est prouvé plein de fois que c'est faux. Pour recracher année après année. Attendez, j'accélère les gens, j'accélère. Je pense que je vais pas faire toute la vidéo parce que c'est d'une nullité, mais c'est aberrant. Nos chers médias subventionnés. Mais bref, je m'égare. Ce qu'il faut retenir là, c'est que les féministes arrivent dans le même temps à nous vendre. Alors attendez, on va faire en 1.15. La libération des mœurs, la contraception et le droit à l'avortement. Tu viens d'aspirer un fœtus dans un aspirateur Dyson. Qu'est-ce que c'est que ce siècle? Et à nous défendre un programme politique super régressif en matière de contenu pour adultes ou d'accès à la sexualité. Parce que c'est pas les mêmes féministes, voilà. Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi tu trouves les féministes, elles nous disent qu'elles veulent le sexe et le anti-sexe? C'est parce que c'est pas les mêmes féministes dont tu parles, c'est tout. Voilà, t'arrives à comprendre ça? Est-ce que ton QI de 50 arrive à comprendre que tu ne parles pas des mêmes féministes? Attendez, je veux juste voir les profondeurs inquiétantes. On voit les profondeurs inquiétantes, let's go. L'horreur. Les profondeurs inquiétantes. Judith Butler. Ne me fais pas croire que tu as lu Judith Butler, je n'y crois pas une seule seconde. Ou alors, quand tu veux, on débat de Judith Butler. Allez. Bon, je pense que vous l'avez compris à ce stade, le féminisme misandre contemporain est une valse qui se joue à deux entre les États-Unis et la France. Cocorico. Alors, il a dû parler de la French Theory, c'est ça, oui. Bon. Comment ça se fait? Certainement la fameuse French Theory, l'ancêtre du wokisme diffusé massivement sur les facs américaines après-guerre par les demi-penseurs ratés de la France communiste, comme Foucault, Sartre ou Deleuze. Foucault et Deleuze communistes. Ouais, je mets comme ça. Joue un grand rôle là-dedans. Mais ce qui est vraiment intéressant pour notre sujet, enfin, ce qui m'intéresse vraiment moi, c'est comment les Amerlocs ont fait de l'espionnage industriel sur nos pseudo-intellos avant de les copier à une échelle tout aussi industrielle. Tenez, elle par exemple, c'est Judith Butler. Son nom ne vous dit peut-être... Il a vraiment une vision de, je crois, c'est la CIA qui a copié Foucault et qui a fait Butler, pardon. C'est quoi cette vision des choses? Rien ou presque rien, mais elle est absolument centrale pour comprendre le féminisme 2.0 et la matrice idéologique délirante des gauchistes aujourd'hui. Judith, c'est une prof de fac. Ok, bon, source Wikipédia, ok, bon après, là c'est juste sa vie. Là pour l'instant, j'ai l'impression que comme toutes les figures féministes qu'on a fait depuis le début, que des anecdotes sur sa vie, rien sur sa théorie. Allez, anecdote sur sa vie, allez, c'est parti. Lesbienne, dont le fils est né par PMA, tout un programme déjà. On s'en bat les couilles, ok, elle est lesbienne, ok, c'est super. Et qui a publié en 1990 un ouvrage qui allait faire date, Trouble dans le genre. Qu'il n'a pas lu. Voilà. Mettons-le d'emblée, il parle d'un livre qu'il n'a pas lu. Je pense qu'il n'y a aucun livre dans toute la vidéo qu'il a lu. Ce torchon infect, c'est un peu l'alpha et l'oméga. Arrête. Allez, je te prends au défi, maintenant on en parle. Allez, vas-y. C'est une folie. Tu ne l'as pas lu. Je suis sûr que tu ne l'as pas lu. Ou alors, lis-le et on en discute et t'essayes de me prouver théoriquement comment c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est bon, en fait, à chaque fois, toutes tes vidéos, c'est ça. Tu prends un livre et tu dis, oh, il est imbitable, c'est mal écrit, on comprend rien, c'est n'importe quoi, c'est un délire. Tu nous expliques pas pourquoi c'est un délire, tu nous expliques pas quel est le délire. Non, juste ça à chaque fois. Chaque fois. Je prends un livre, c'est imbitable, c'est écrit par un manchot qui a passé 6 mois dans le frigo, son cerveau, il a 3 de QI,
laissez tomber les gens, c'est de la merde. Voilà, c'est bon. Pas à moi. C'est le livre qui a fait le pont entre transidentité, féminisme et lutte LGBT, un truc qui, je le rappelle, n'allait pas du tout de soi en 1990. Donc si aujourd'hui vous avez des messieurs avec des baloches qui vous parlent d'oppression patriarcale entre 2 prises d'hormones devant un drapeau féministe, et bah c'est en partie parce que Judith Butler a ouvert la voie avec son paplard. Et ça, Et tu nous as rien dit sur ce paplard, toujours rien. c'est quand même assez savoureux quand on sait qu'à l'étranger, aujourd'hui, on se retrouve par exemple avec des détenus hommes qui prétendent se sentir femmes pour être incarcérés avec des détenus femmes. Et Voilà, que des anecdotes, que des faits divers par-ci par-là, que ça, là, il y a eu une personne trans qui voulait aller dans une prison pour femmes, alors que rien, c'est... Et c'est aussi dramatique de voir que nos chers intellectuels français, qui adorent questionner et re-questionner tout le temps, ils ne remettent jamais Butler en question. Alors comment ça se fait ? Eh bah tout simplement parce que les Gus sont totalement sous influence. Tenez, prenez Geoffroy de la Gannerie par exemple. Jojo, il a une collection chez Flammarion, Nouvel Avenir, dans laquelle il se publie, abondamment même, ainsi que son cum Didier Héribon et Judith Butler. Mais non ! Mais hasard de dingue! Voilà, donc évidemment ce serait compliqué de revenir dessus ensuite. Attendez, on peut s'arrêter 3 secondes sur ça quand même. Son argument. La gauche n'ose pas critiquer Judith Butler parce qu'elle est sous influence. Preuve de ça, De la Gannerie est édité à Flammarion comme Judith Butler. Et le public en mode ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Et on n'a rien su du livre. Il a quand même fait 5 minutes pour critiquer Judith Butler. Il a rien dit sur le livre. Le MLF. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de Beauvoir et que j'ai dit qu'on allait jacter de ses Il y a liens un problème avec le MLF maintenant, c'est quoi? Allez, vas-y, j'en peux plus. Mouvement de libération des femmes, un truc largement inspiré d'un mouvement américain, le Women's Lib. Et comment dire, le MLF, c'est une dinguerie. Déjà, le mouvement est adossé au FHAR, un Attends, dis-moi pas que c'est ce que je pense. équivalent pour les homos, mais côté masculin. Le phare, voilà. Je te tiens, voilà, on dit le phare. Et c'est un mouvement qui promouvait, par exemple, les pratiques à risque sans capote au moment du sida. Donc, Attends, quoi? Le phare? Alors, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était pas le combat du phare. Ça vient plus tard, là, toutes les questions sur le sida, sur sans capote. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as mélangé des trucs, là, frère. C'est plus tard, c'est fin des années 60. Le phare, c'est vraiment début des années 70. C'est beaucoup sur le racisme. Là, les enjeux sur le sida, coucher sans capote et tout, c'est plus avec Didier Lestrade, plus années 80. Qu'est-ce que tu racontes? et ensemble, ces nanas vont se coordonner pour, petit 1, mener des actions coup de poing comme déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu à la mémoire de la femme du soldat inconnu, ce qui, en plus d'être un outrage, est une absurdité sans nom. Et Pourquoi une absurdité sans nom? Explique-nous pourquoi c'est une absurdité sans nom. Il suffit pas de dire que quelque chose est quelque chose pour que ce soit quelque chose. Il suffit pas de dire que c'est une absurdité pour qu'on soit que c'est une absurdité. Non. Explique-nous en quoi c'est une absurdité sans nom. Moi, il me semble qu'il y a une logique. Elle l'explique d'ailleurs, la logique. T'allais voir comment elles ont expliqué leur action ou pas? petit 2, publier 25 000 revues totalement confidentielles qui serviront d'exutoire à leur haine de la vie. Bon, allez, c'est bon. Moi, je vais pas tarder plus de temps sur un droit tardé qui ne travaille pas ces sujets, quoi. Écoute, le hussard bosse. Et quand tu veux. Je t'ai dit, quand tu veux, tu lis Christine Delphi parce que je sais que tu ne l'as pas lu. Je le sais. Et on en débat. Hein? Likez, commentez, partagez et si vous pouvez, s'il vous plaît, soutenez financièrement parce que sachez que mentalement, c'est dur. Hein. Mentalement, de réagir à ce genre de vidéo, ça devient compliqué de ne pas tomber dans la dépression avec ce genre de débile. Hein.